Bonjour tout le monde. Encore une fois, merci d'être branché, fidèle au rendez-vous. Nous entamons aujourd'hui la dernière session de comptabilité. Vous me rappelez que nous commence la comptabilité, donc l'aspect comptable, l'aspect financier. Il y a deux sessions qui nous déjà fini de faire, c'est les samedis derniers et mercredi. Donc aujourd'hui, nous entamons la toute dernière session de comptabilité. Et en même temps, nous approchons, nous approche la fin de la formation. Donc, peut-être la prochaine session pour consacrer à business plan. Et puis, nous parlons bien sûr le workshop. Donc, nous avons l'occasion de faire une session face-to-face et donc, un éclaircissement, une question qui étaient là, qui peut-être malheureusement pas gagné l'occasion de poser ou qui me reste une poser, mais pas de réponse. Donc, nous avons l'occasion de faire tout ça au cas, dans le workshop qui peut suivre après une session Zoom. Donc, aujourd'hui, comme on disait, nous entamons la dernière session de comptabilité. Donc, juste pour faire la connexion avec la session qui nous peut faire aujourd'hui, comme la dernière fois, je vais faire un bref survol, je vais faire un synopsis de ce que nous fait samedi dernier et surtout ce que nous fait mercredi dernier parce qu'il est connecté directement et puis ce qu'il nous peut faire aujourd'hui. Donc, en passant, ce qu'il nous peut faire aujourd'hui, c'est analysis of financial statements, donc nous pouvons faire un ratio analysis, etc. Donc, qui pour base, évidemment, le financial statements que nous causé donc samedi dernier et mercredi. Donc, on vous scroll mon curseur dans un slide et nous parle très rapidement pour situer nous bien, pour mettre nous dans le bain, pour qu'il nous entame donc sa troisième session de comptabilité encore mieux. Right? Je te rappelle bien, donc, sans aller dans le détail, mais pour parler surtout le format de on parle surtout le format de income statement, right? Le format de income statement, et puis le format de statement of financial position, et puis pour finalement, vient le format de ce qu'il nous fait la semaine dernière, c'est-à-dire le cash flow statement. Alors, laisse-moi tout d'abord donc refresh votre mémoire. Le premier statement qu'il nous a fait, c'était samedi dernier, le income statement, et pour me dire l'important de income statement, c'est bien sûr trouver la performance de l'entreprise. Ce qui nous comprend par performance de l'entreprise, c'est effectivement trouver si l'entreprise génère un profit ou bien une gain perte à la fin de la journée. Donc, income statement, il y a deux, nous appelons income statement, autrefois, nous appelons trading and profit and loss account. Nous appelons compte de résultats en français. Donc, le 3 veut dire la même chose. Le format, c'est exactement la même chose, quoique peut-être en français, un mot différent. Pour sales, nous avons un produit, pour dépenses, nous appelons ça charge, mais le principe reste le même. Et je te rappelle bien, moi, tu passes por plusieurs concepts, plusieurs principes qui nous supposés observer, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau du pays, et bien sûr, le International Financial Reporting Standards, que nous puissions respecter tout ce norme-là, tout ce principe-là, pour que n'importe qui s'en a get sa financial statement là, vous trouverez qu'il est bias free et nous pouvons faire une true picture of the financial statements. Alors, pour retourner à nos income statement, donc, il commence par nos revenus, donc le sales, le turnover, le produit en français, avec nous dans deux années là, 2007-2008. Donc, sales dans income statement, je te rappelle bien le accrual concept qui dit à nous prend revenue, pas seulement quand nous receive money, pas seulement en termes de cash, mais aussi bien credit. Donc, sales, dans ce cas-là, inclut et cash transactions, donc cash sales, mais également credit sales. Donc, le sales ici, the sum total of cash and credit sales. Right? Et puis, nous devons retirer un coût qui est lié directement à la production, si nous pouvons produire quelque chose, ou bien que nous pouvons deal avec un service, qui a un coût qui est lié directement avec comment nous pouvons donner service. Donc, nous prenons sales, nous retirons cost of sales. Maintenant, le breakdown de cost of sales, c'est nous prenons opening stock, donc l'inventaire au début d'année. Nous avons une partie de raw materials qui est déjà en stock. Et puis, nous ajoutons avec ça le purchase of raw material durant l'année. Et puis, nous retirons closing stock, donc tout le raw materials et puis les goods qui restaient dans l'entrepôt. Là, nous retirons ça. Donc, sales, retirer cost of sales, nous gagnons évidemment le gross profit. Mais ce n'est pas le profit final. Parce qu'il y a plusieurs dépenses qui nous ont couru, donc qui est lié avec l'entreprise, mais indirectement. Ce n'est pas involved dans cost of sales, mais une dépense qui nous ont couru
au cours de l'année pour nous capables de rouler nos business. Là, nous cause par exemple les dépenses sur salaire, wages, l'assurance, rates, rent, téléphone, advertising, dépréciation. Donc, tout ça va dépenses, ça, c'est des dépenses qui nous ont couru au cours de l'année et qui nous a retiré depuis le gross profit pour arriver finalement à ce qu'on appelle le net profit. Right? Nous étudions également que ça va dépenses, nous classifier en fixed cost avec variable cost. Donc, fixed cost, comme le nom dit à nous, c'est une charge qui est fixe. Par exemple, rent, wages, il ne pas changer chaque mois, il reste fixe. Par contre, nous avons un variable cost qui change chaque mois et, par exemple, the purchase of raw material, c'est un variable cost qui dépend directement avec combien nous pouvons produire. Donc, nous produisons plus, nous variable cost plus, nous produisons moins, nous variable cost moins. Donc, the variable cost and the fixed cost, et nous suppose également de semi-variable cost, quand on a une composante de variable avec fixe, par exemple, nous suppose le salaire d'un salesman, quand on a une partie fixe, il gagne un salaire fixe, et over and above ça, il gagne ce qu'on appelle une commission sur la vente. Donc, plus nous vendons, plus il gagne une commission. Donc, il y a un élément de fixe, et puis, bien sûr, il y a un élément de variable, et les deux ensemble, les de semi-variable cost. Donc, là, nous prenons le gross profit, nous retirons toutes ces dépenses, donc fixe, variable et semi-variable, nous arrive ce qu'on appelle the net profit of the organization. Et si dans le cas d'une compagnie, bien sûr, nous pouvons payer corporate tax, et puis là, nous retirons dividendes, nous pouvons arriver ce qu'on appelle retained profit. Voilà un petit peu très brièvement le schéma, le format d'un income statement. Pour rappeler, l'objectif final derrière qui fait nous préparer un income statement, c'est bien sûr pour connaître la performance de l'entreprise. Et qui dit performance, dit bien sûr, est-ce que l'entreprise fait un profit ou bien il fait une perte à la fin de la journée. Donc, c'est un income statement qui est très important. Et les résultats de sa income statement-là, soit profit, soit perte, les permettent, que ce soit management, prendre une décision, mais également un external stakeholders, prendre une décision, est-ce qu'ils peuvent investir ou bien de connaître qui l'entreprise peut faire un profit, et s'il peut faire un profit, combien de profit il peut générer, combien de dépenses il peut faire, combien de turnover il y en a, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier statement qui nous a gagné l'occasion, pour rappel, nous avons fait ça samedi dernier. Nous avons également la dépréciation, right, ce qui est une charge non décaissable, donc ne pas débouche l'argent. Donc, c'est surtout le one fixed asset, côté dans wear and tear, inflection of time, outdated, etc., que nous vous mettons une partie de sa cost of fixed asset là dans le income statement as expense. Nous venons maintenant le statement of financial position. Donc, c'est le deuxième statement qui nous a eu l'occasion de guetter, c'était la semaine dernière. Contrairement à income statement dont l'objectif c'est trouve le bénéfice ou la perte dans l'entreprise, donc dans la performance de l'entreprise, dans statement of financial position, l'objectif primaire c'est trouve the financial position, the status of the enterprise. Alors, qui ne comprend pas statement of financial position, qui ne comprend par position ou statement of financial position, ou bien ce qu'on appelle le status of the enterprise, des cas à trois. Donc, nous avons d'abord les assets, donc what the company ou bien what the enterprise owns, qui est dans le patrimoine de l'entreprise. En contrepartie, nous avons liabilities, donc what the company or the enterprise owes, c'est qu'il doit. Premièrement, c'est qu'il y est dans owns. Deuxièmement, c'est qu'il est owe, ça veut dire c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour payer. Et puis, nous avons également ce qu'on appelle the equity. Et l'equity, c'est le capital de l'entreprise, c'est que l'entrepreneur a mené dans l'entreprise, c'est que l'entrepreneur investit dans l'entreprise. Donc, il y a ces trois sections-là. Bien sûr, le asset est cassé en plusieurs rubriques encore une fois. Donc, current asset, non-current asset, liabilities, c'est current liabilities, non-current liabilities. Et puis, nous avons equity, côté l'investissement de l'entrepreneur. Maintenant, les classifications de current asset. La classification de current liabilities, ça aussi, il est important de souligner que, par exemple, dans current asset, nous mettons en premier lieu un asset qui donc nous capable de convert into cash more easily. Donc, un asset qui est plus liquide, right? Qui est capable de cash. Bien sûr, c'est cash d'abord, ensuite cash at bank, debtors, stock. Donc, plus difficile pour nous convertir ça current asset là into cash, par exemple stock, debtors, donc nous pouvons mettre en bas. Par contre, cash avec cash at bank, il est cash in hand ou bien cash at bank, ça c'est déjà l'argent, donc nous pouvons classer en priorité on top. Donc, the most liquid current asset on top and the least liquid asset,
c'est bien sûr en bas. Maintenant, pour le current liabilities, surtout le non-current liabilities, cette fois-ci, nous avons the urgency of payment pour nous classifier ban current liabilities. Donc, ban non-current liabilities. Si, par exemple, nous avons payé ban creditors mois prochain ou bien dans 2 mois, donc bien sûr, ça il peut paraître là-haut. Par contre, si nous avons ban loans qui nous pouvons payer peut-être l'année prochaine, donc les pouvons en bas. Plus le paiement, plus l'obligation de paiement les récents, dans quelques jours, quelques mois, donc les pouvons là-haut. Et the less urgent obligations, donc les pouvons après. Ça, c'est les classifications de current liabilities. OK? Et puis, maintenant, évidemment, ce qu'on appelle the equity, right? The capital de l'entrepreneur. On a deux formats, mais les 2 formats, c'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est cette petite forme que nous avons the asset side on the left-hand side et puis the liabilities on the right-hand side. Et comment vous trouvez, nous dire que, puisque par définition, balance sheet, et nous trouvons ça rationnel qui fait un balance sheet bizarre balancé. Donc, le total of current assets, total of assets, pardon, le total of assets côté gauche est bien égal à total of liabilities côté droite. Donc, liabilities plus equity. Comment vous trouvez, le total, c'est 50 000 et 50 000, que ce soit côté droite ou bien côté gauche. L'autre format qui nous plus servi de nos jours, c'est the narrative form, quand nous avons assets en haut et puis liabilities en bas. Mais encore une fois, donc le total of assets, qui comprend avec current assets avec current liabilities, et le total de liabilities plus equity, divisé égal parce que c'est les ressources qui donnent à l'entreprise qui destinent à financer mon asset et le capital, donc les bizarres balancés. OK? Donc, c'est pourquoi you get the rational qui fait un balance sheet should always balance. S'il n'est pas balancé, ça veut dire quelque part, il y a un issue, il y a un problème. On nous get maintenant, le dernier qui nous get, c'était Statement of Cash Flow. On nous dit c'est une exigence de International Accounting Standard 7 qui nous prépare également un Statement of Cash Flow. Statement of Cash Flow, en 2 mots, veut dire nous compare nos cash inflows, donc l'argent qui rentre dans l'entreprise, et puis nous retire l'argent qui quitte l'entreprise. Donc, et la différence, montrez-nous le cash flow dans l'entreprise. La différence qui statement of cash flow est non avec income statement, c'est que dans income statement, comme vous dire, nous abide par l'accrual concept, que veut dire nous prenons cash aussi bien dans credit transactions. Par contre, dans statement of cash flow, nous prenons uniquement dans cash transactions, c'est-à-dire dans inflows en cash avec dans outflows en cash. Bien entendu, ne pas prendre aucune transaction qui concerne crédit. Et ça, c'est un statement extrêmement important parce qu'il montre nous liquidité de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Une compagnie, je te rappelle bien, c'est une entreprise, comme je disais la dernière fois, il est capable profitable, mais il est capable d'un cash flow problem. Donc, il paie l'argent liquide dans l'entreprise. Et ça, c'est très, très grave. Par contre, une autre entreprise, il est capable, il a moins de profitabilité, mais par contre, il y a un cash flow qui est positif. C'est-à-dire, il y a l'argent pour payer une obligation, pour payer une dette, pour payer le salaire, par exemple. Et s'il est positif, donc, il est mieux qu'une entreprise qui génère profit, mais qui a un cash flow problem. Moi, je prends l'exemple de, par exemple, la période que nous pouvons traverser, le COVID. Donc, avec confinement, l'entreprise paye aucune recette, parce qu'il n'a pas pu faire aucune la vente. Mais par contre, il y a une dépense à faire, il y a un décaissement à faire. Qui va item là, qui a besoin de décaisser, par exemple, il a besoin de payer le rent, il a besoin de continuer de payer l'électricité, il a besoin de continuer de payer de l'eau, il a besoin de continuer de payer le téléphone. Donc, ça, c'est une charge qui a besoin de l'argent. Et je te rends compte, si l'entreprise a un cash problem, veut dire, il n'est pas capable de meet the obligations of the expenses, que ce soit rent, wages ou bien électricité ou bien téléphone. Donc là, c'est dans une période difficile. Alors, le format d'un cash flow statement, donc nous avons ce qu'on appelle 3 rubriques under cash flow statement. Nous avons operating activities. C'est quoi? C'est receiving cash from customers on the sale of goods. C'est une activité, c'est la raison d'être même de l'entreprise. Donc, l'entreprise, il fait, par exemple, une manufacturing company, il vend un produit, donc, il tombe sous operating activities. Nous avons cash inflows, cash sales, receipt from debtors, etc. Mais également, il y a cash outflows, par exemple, cash purchases, payment, income tax, manufacturing expenses, etc., etc. Ça, c'est operating activities. Il y a une deuxième rubrique que nous avons un inflow avec nous avons un outflow.
et nous catégorisons dans investing activities. Ça, c'est concerne principalement the purchasing and sale of long-term assets and marketable securities. Ça veut dire other than cash equivalents. Donc ici, nous avons, par exemple, là, nous vendons un fixe asset à cash, nous gagnons un cash inflows. Et puis, là, nous purchase fixe asset en contrepartie, nous avons un cash outflow. Right. Normalement, l'objectif principal de cette entreprise-là, c'est operating activities, parce que c'est day-to-day running of the enterprise. Par contre, investing activities, souvent de fois, dans la vie d'une entreprise, ils besoin de vendre fixe asset pour remplacer les autres updated, modern technology, modern machinery. Donc, d'une part, il y a un cash inflow, il vendait, et il a acheté une nouvelle machinerie, par exemple. Bien sûr, il y a un cash outflow. Donc, la différence, les deux, ils représentent le cash flow sous la rubrique de investing activities. Ça, c'est deux. Troisième et dernier, c'est financing activities. C'est surtout dans le cas de ma compagnie qui vend mes shares, qui augmente son capital en vendant mes shares, qui est coté dans le stock exchange. Donc, the issue of shares for cash, c'est il y a même revenu, cash dans l'entreprise. Par contre, là, il repaye le loan quand il paye interest, quand il redeem my preference shares. Donc, là, dans ce cas-là, il y a un outflow. Et évidemment, la différence entre cash inflow avec cash outflow sous rubrique de financing activities, qui me rappelle, c'est surtout dans le cas de ma entreprise, dans le cas de ma compagnie, qui les font à travers la vente des actions. Donc, la différence entre les deux pour représenter le cash flow ou financing activities. Nous allons très rapidement le format. Right? Donc, le format de cash flow statement, donc nous connaissons trois rubriques importantes. Donc, cash flow from operating activities, cash flows from investing activities, et ensuite cash flow from financing activities. Là, nous ajoutons tous les trois. Les pouvoirs de net increase or decrease in cash, tout dépendant, est-ce que the inflow is more than the outflow, ou l'inverse, est-ce que outflow plus grand que inflow. Donc, là, nous ajoutons ça tous les trois là. Nous gagnons soit increase ou bien decrease dans cash. Et puis, nous prenons cash at the beginning of the period, nous ajoutons avec ça. Donc, cash qui nous tient au départ, nous ajoutons the net increase, donc cash nous tient au départ, beginning. Nous ajoutons avec nous net increase, là, pour nous arrive the cash at the end of the period. Ça veut dire combien l'argent nous donne à l'entreprise à la fin de l'année financière qui nous paye. Okay? C'est ça le cash flow. Et je me rappelle juste que le cash flow, c'est un financial statement. Pareil comme les autres deux financial statements, income statement avec statement of financial position. Ensemble avec cash flow, c'est trois financial statements qui sont très importants et qui, dans n'importe quel business plan qui nous appelait à préparer, right? Nous pouvons besoin dans ces trois financial statements là, parce qu'ils montraient d'abord income statement, the performance of the enterprise, comme beaucoup mettent l'emphase là. Deuxième statement of financial position, nous montrait nous d'asset liabilities and equity, donc le statut, the position of the enterprise. Et troisième, the cash flow statement, il montrait combien de liquidité nous avons dans l'entreprise. Et liquidité dans l'entreprise, c'est un élément extrêmement important, vital, qui nous besoin pour l'entreprise. Alors, nous avons brièvement ces trois financial statements-là. Vous pensez qu'il est important de nous faire un petit récap là pour qui nous capables donc continuer avec ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc, le temps pour moi passe à prochaine slide. Donc, non, très pas mal d'affaires. Alors, nous finissons ce qui est la session d'aujourd'hui, que nous pouvons l'analyse de ban financial statement, qui me pensez très important. Souvent, des fois, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose. On the face of it, là, nous avons un chiffre, nous avons la vente, nous avons sales, nous avons dépenses, nous pas caractériser beaucoup de conclusions, très peu de conclusions. Par contre, là, nous analysons ce chiffre-là, soit nous comparons avec même l'entreprise, mais dans le temps, chiffre de l'année-là, nous comparons avec le chiffre de l'année dernière, ou bien nous comparons avec l'entreprise dans le même domaine. Par exemple, nous avons une manufacturing company, l'entreprise manufacturière, nous sommes capables de comparer nos chiffres avec un chiffre, par exemple, à un compétiteur. Donc, nous sommes capables de comparer et guetter, est-ce qu'il nous donne le right track? Et à la lumière de ça, nous sommes capables de prendre une décision qui s'impose. Donc, à nous premier, d'abord, avant nous venir l'analysis of financial statements, nous avons
une analyse qui vous pensez est très important et souvent des fois, vous pensez, même si qui pas faire comptabilité, vous pensez d'une des attentes parler, c'est break-even analysis. Donc, qui était ça? Break-even analysis, en français, nous appelons ça seuil de rentabilité. Donc, qui veut dire break-even analysis? Qui définition de break-even analysis? Qui fait l'important? Comment nous calculer? Et qui l'importance qui est pour nous prendre une décision dans l'entreprise? Donc, nous regardons tout ça là d'abord. Ensuite, là, nous pouvons aller directement à l'analyse de financial statements, que nous pouvons get différents ratios qui sont importants, nous analyser les informations qui nous donnent dans financial statements. Comment nous analyser ça pour retirer une conclusion de sa analyse-là. Donc, d'abord, break-even analysis, seuil de rentabilité, comme on disait. Il y a 3 components là-dedans. Il y a loss, profit avec break-even. Donc, le break-even, c'est quoi? Donc, comme un entrepreneur, je pense que c'est extrêmement important pour nous connaître how many goods do we have to sell before we start making money. Ça, c'est la question qui tout entrepreneur, qui tout le monde qui a envie d'aventurer dans le business, besoin de poser la question au départ. Et combien la vente nous besoin faire pour nous capable de gagner profit? How many goods do we have to sell before we start making money? Rappelez-vous bien, le profit, c'est la différence entre le turnover et puis the expenses. La différence entre revenus, d'une part, et cost, d'autre part, la différence entre les deux, ils représentent profit. Maintenant, combien la vente nous besoin faire pour qu'il nous capable de générer un profit? Et ça, c'est une décision importante. Pour nous connaître, est-ce qu'il nous besoin augmenter la vente davantage? Est-ce que si nous pouvons faire la perte, quel problème là été? Est-ce que le prix pas bon? Est-ce que la quantité que nous pouvons vendre pas appropriée? Donc, toute cette décision-là découle de l'analyse qu'on appelle the break-even analysis. Par exemple, if we sell 100 000 units, what will be the profit? What will be, ou bien prendre une décision, par exemple, est-ce que nous besoin produire un produit ou bien nous sommes capables d'acheter? L'idée nous faire un produit quand nous sommes capables d'acheter plus bon marché ailleurs. Donc, ça, c'est une décision que nous devons prendre. C'est également important, une décision, est-ce qu'il nous parle hire un équipement au lieu qu'il nous parle acheter? S'il écoute nous moins pour hire. Donc, why buy when you can hire, comme on nous dit en anglais. Donc, si nous sommes capables de hire à un coût moins cher, donc, mon pensée dit beaucoup plus raisonnable, nous hire au lieu de nous l'acheter. La même chose, si nous sommes capables d'acheter un produit et il coûte meilleur marché, mais qui fait nous allons produire. Donc, autant de décisions, nous sommes capables de trouver la lumière, là, nous analysons ce qu'on appelle the break-even analysis. Et ça, c'est une décision qui est très importante. Pour nous connaître, est-ce que nous allons de l'avant de l'entreprise, est-ce que nous l'avons suffisant? Est-ce que le prix qui nous fixé dit OK? Est-ce qu'il y a un revenu at the end of the day? Donc, ça, c'est break-even analysis. Alors, break-even analysis et decision making, c'est un decision making aid that enables a manager to determine whether a particular volume of sales will result in losses or profit. L'entrepreneur peut demander l'entreprise, un potential entrepreneur ou bien un budding entrepreneur qui peut commencer une entreprise, il besoin connaître combien la vente il peut faire, pour qui, à qui point, et combien la vente il peut besoin faire pour que l'entreprise commence à générer un bon profit. Déjà bien, et ça nous est dans la tête qu'un entrepreneur il commence un business, il profit motivated. The profit, c'est la raison d'être même d'un entrepreneur. Donc, si l'entreprise n'a pas pu faire un profit, donc, il y a une question qui nous pose nous. Donc, la question fondamentale qui nous pose nous au départ, mais combien la vente nous besoin faire pour nous capables de générer un profit, pour nous capables de quitter le terrain qui nous appelle loss et nous aventurer nous dans le terrain qui nous commence à générer un profit. Alors, c'est break-even analysis qui montre nous ça. Qui fait l'important parce que pour 2 raisons principales. D'abord, pour planning, et puis deuxièmement, as a control technique. Planning qui fait parce que tout le résultat de break-even analysis pour montrer nous, est-ce qu'il nous change de décision? Est-ce qu'il y a une décision qui nous prend? Est-ce qu'il a le planning qui nous fait au départ? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il nous a rectifié le tir? Est-ce qu'il nous a changé un élément dans l'entreprise pour nous capables de générer profit? Ça, c'est au niveau de planning. Et deuxièmement, as a control mechanism. C'est un constant check qui nous guette. B, la vente qu'il nous peut faire, est-ce qu'il peut générer un profit? Et s'il peut générer un profit, combien de profit nous peut gagner? Donc, de temps en temps, tout au long de la vie de l'entreprise, tout au long de product life cycle, qui était là avant, dans le séjour précédent, il peut permettre nous de guetter, checker, est-ce qu'il nous dans la bonne voie ou pas. Donc, pour ces 2 éléments-là, il est très important.
planning et as a control mechanism. Alors, nous faisons un petit résumé de ce que nous disons jusqu'à l'heure. Donc, break-even analysis determine how much sales volume your business needs to start making profit. Donc, en mot simple, combien la vente nous besoin faire pour que l'entreprise commence à générer profit. Right? Donc, la condition qui nous est là, par exemple, si nos revenus égale à nos coûts, si par exemple nos revenus c'est 100 000 et nos coûts total cost est 100 000, veut dire que nous sommes dans une situation où nous n'avons ni profit ni loss. Nous ne pouvons pas encourir la perte, nous ne pouvons pas encourir un profit, veut dire ce que nous appelle, nous arrive à un break-even point. Donc, a break-even point is where the revenue is equal to the expenses. Donc, on va nous trouver la formule en bas. The total cost when it's equal to the total revenue. Donc, nous arrive ce qu'on appelle BEP, the break-even point. C'est une situation où l'entreprise fait ni profit ni perte. Si, par exemple, la formule indique nous, le total cost, il comprend de fixed cost, variable cost, non-variable cost qu'on s'y trouvait. Le revenu, c'est quoi? C'est le volume de vente multiplié par the price. Right? Ici, les deux égales ce qu'on appelle the break-even point. Allez nous retrouver schématiquement comment ça présenté. Maintenant, si nous avons envie qui les génère profit, c'est simple. Donc, nous disons soit augmente nos total revenue, tout en gardant nos total cost bas. Donc, si nous augmentons nos total revenue et le total cost, à nous assume qu'il reste fixe, il reste magnété là, donc nous pouvons gagner profit. En contrepartie, si par exemple le total cost augmente et le total revenue reste fixe, donc dans ce cas-là, nous pouvons encourir une loss. Donc, décision qui nous besoin prendre, donc l'analyse de ça permet de nous dégager certaines stratégies. Total revenue, c'est comme on disait au départ, c'est le output, le turnover, ça veut dire combien le volume de vente multiplié par le prix. Donc, il y a deux façons que nous sommes capables d'augmenter le revenu. Soit nous augmentons le volume de vente à un certain prix, ou bien nous quittons le volume de vente pareil, nous augmentons le prix. Dans les deux cas, nous vous trouvez que total revenue peut augmenter. Ou bien nous sommes capables d'une situation également que nous avons une augmentation de prix, mais en même temps nous avons une augmentation de la vente de volume. Donc, dans ce cas-là aussi, nous avons une augmentation de total revenue. Donc, total revenue, pour simplifier, pour résumer, est capable d'augmenter en trois façons. Soit nous augmentons le volume de sales, soit nous augmentons le prix, ou bien les deux. Nous augmentons le volume sales et également nous augmentons le prix. Donc, dans ce cas-là, total revenue peut augmenter. En contrepartie, et ça c'est l'objectif d'un entrepreneur, il besoin bring down, keep the total cost as low as possible. Au départ, peut-être des points un peu difficiles parce qu'il fait commencer l'entreprise, mais dans la durée, dans le temps, il besoin adopter une stratégie qui peut amener vers une situation que il peut keep the total cost as low as possible. Qui veut dire le total cost reste as low as possible? Plus total cost bas, plus nos profits vont augmenter. Plus total cost augmenter, plus nos profits vont diminuer. Donc, ça, c'est une formule extrêmement importante. Mais dans le cas de figure qui nous peut causer là, nous peut causer break-even analysis. Donc, pour retourner à ça, break-even analysis ou bien break-even point, c'est un point que the total cost and the total revenue égale. Okay? À partir de là, si total revenue augmenté, nous gagnons profit, ou bien si total revenue diminué, nous pouvons gagner un loss. À nous avons même explication, mais en termes de graphe, nous pensons que c'est beaucoup plus facile de comprendre à travers un chart de graphe. Donc, a break-even point indicates that the level cost and revenue are at equilibrium. Si nous concentrons sur nos graphes là, je vous trouvez ça c'est cost, the y-axis, and the x-axis c'est output. Je vous trouvez les zéros. Donc, nos revenus, ils commencent à partir d'aller monter. Ça, c'est la income. C'est la total revenue. Nos costs, par exemple, c'est qui nous est ici, là, dans les fixed costs que nous utilisons la dernière fois. Et nous pouvons trouver que nos total cost, c'est le fixed cost plus le variable cost. Vous trouvez qu'ils commencent à ce point-là. Parce que ça bout élément ici, là, c'est le fixed part. Et puis, variable cost, bien sûr, il monte, il y a l'IM. Ça, la ligne ici, là, il représente notre cost, le total cost. Ça, la ligne ici, là, il représente le total revenue. Le point à qui the total cost and the total revenue meets, c'est-à-dire ça, c'est ça point-là même qui nous appelle the break-even point. Alors, qui veut dire un break-even point? Veut dire un point que the total cost and the total revenue is equal. Alors, ça output ici là, c'est le volume de vente, right,
le volume de vente qui représente, qui nous pas pour gagner ni un profit, ni un la perte. Je peux remarquer, si nous allons continuer dans sa x-axis, ça, si nous continuons devant là, nous pouvons trouver que the income is more than the cost. Ici, là, ça partie ici, là, the income is greater than the cost, donc sa partie-là, les représente the profit. Par contre, ici, nous avons the total cost is greater than the income, donc définitivement, les représente un perte. Mais par contre, ici, right, la total cost is equal to total revenue, donc il atteint l'équilibrium et il n'y a ni profit ni loss, on appelle ça break-even point. Encore, beaucoup plus facile d'expliquer ça à travers sa chart-là, quand vous trouvez sa section rouge-là. L'entreprise, il est en rouge, donc peine en profit, il lost. Donc vous trouvez ça, c'est total revenue, ça c'est total cost. Donc, quand total cost is more than total revenue, c'est lost. Par contre, quand the total revenue is more than the total cost, l'entreprise gagne un profit. Et quand le 2 joignent, ça veut dire ici, nous avons une situation where the total profit at the intersection, quand tous les deux intersect, quand ça deux, la ligne intersect, nous prenons une situation quand nous prenons un break-even point, the break-even in terms of units, là. Donc ça, pour break-even, combien d'units il peut break-even. Donc la différence, la côté joint là, c'est ni profit ni loss parce que the total revenue is equal to total cost. Et c'est ça le break-even point. Alors, si je assimile ça bien, vous pensez c'est relativement facile pour assimiler. Donc, nous avons un coup de concept de break-even analysis qui comprend tous ces éléments-là. Le fixed cost, le variable cost, le contribution per unit, vous voyez comment nous calculons ça, le revenue et bien sûr le profit. Maintenant, qui fait le break-even point important? Comment le chart et puis le guetté précédemment, c'est un point que revenu égale à dépense. Et si nous vendons plus, nous gagnons profit, si nous vendons moins, nous gagnons loss. Donc, c'est une information extrêmement utile pour l'entrepreneur. Qui fait? Parce qu'il aide nous déterminer à qui niveau nous paraît optimal level of output. What is the target capacity of a firm to benefit? Minimum cost at a given level of output. Combien cost nous pouvons à un certain level of output? The selling price of the product. Parce que moi, je dis revenu, il y en a deux components. Il y a un component qui nous appelle le volume de vente, avec l'autre component, c'est the selling price. Donc, pour nous augmenter le revenu, comme je disais au départ, soit nous augmente le volume, ou bien nous augmente le prix, ou bien les deux. Donc, il aide nous détermine combien de prix nous pouvons fixer pour l'entreprise. C'est une décision qui nous est capable de prendre à partir de break-even analysis. Donc, establishing the point from where the firm can start paying dividends, c'est surtout pour une compagnie. À quel point la compagnie est capable de commencer à payer dividendes? Bien sûr, si l'entreprise peut encourir une perte, donc la compagnie n'est pas capable de payer dividendes. Mais si l'entreprise commence à générer profit, évidemment, les shareholders qui investissent dans l'entreprise, ils ont un return aux investissements. It's a return on investment for the shareholders is ce qu'on appelle the dividend. Donc, le break-even point est important parce qu'après ça, nous commençons à générer profit et ça peut permettre nous de décider est-ce que nous sommes capables de payer dividende ou pas. Donc, autant de raisons qui font nous avons étudié ce qu'on appelle break-even analysis. Donc, impact of a new product launch, si nous pouvons lancer un nouveau produit dans l'entreprise, il est important qu'on ait est-ce que nous pouvons gagner profit ou bien loss et à partir de ça, nous sommes capables sans nos stratégies. Impact of purchasing new capital equipment. Quand nous achetons un équipement, quand nous investissons dans fixe asset, quand l'entreprise gagne profit, il ne faut pas trouver un cas de figure que l'entreprise peut gagner la perte l'année prochaine et qu'on investir dans la machinerie. Loin de là. Donc, il faut dire que l'entreprise commence à générer profit. À ce moment-là, il est capable de dire, par exemple, il a envie d'agrandir l'entreprise, il a envie de mécaniser, il a envie de mettre une technologie moderne. Donc, ça, c'est quand l'entreprise commence un profit. Donc, ça, break-even point là, il indique de quel côté tous les deux costs avec revenu égal, et à partir de là, il est capable de prendre une décision qui s'impose. Alors, method of representing break-even point, il y en a plusieurs façons. Nous get graphical. Vous pensez, ça nous déjà fini guetter, quand je dis la différence entre total cost, total revenue, c'est loss au bas, et puis ici, le profit. Et nous parlons maintenant de la formule qui nous servit pour calculer le break-even point. Donc, soit nous sommes capables de calculer le break-even point en termes de output, unit, volume, ou bien nous sommes capables de calculer en termes de valeur. Alors, le break-even point en termes de output, cette formule, c'est fixed cost over contribution per unit. Fixed cost, c'est une charge fixe.
Contribution per unit, comment nous calculer? Contribution, c'est nous prend prix de vente, selling price, nous retire variable cost. Right? Et fixed cost, donc comment nous gagnons? Nous prenons contribution, nous retire profit. Si nous prenons fixed cost, nous divise par contribution per unit et nous montrons comment calculer contribution. Contribution per unit, c'est selling price per unit, retire variable cost per unit, contribution per unit. Là, nous prenons fixed cost, nous divise par contribution per unit, nous arrive ce qu'on appelle the break-even point, donc en termes de units, en termes de output. Maintenant, nous sommes capables également calculer the break-even points en termes de valeur, en termes de la vente. Alors, comment nous calculer? Nous prenons fixed cost, nous divise par contribution per unit et nous multiplions par selling price per unit. Là, nous prenons cause per unit, per unit. Par contre, nous calculons également, nous prenons fixed cost, nous prenons total contribution. Donc, total contribution, c'est quoi? Nous prenons contribution per unit multiplié par output. Et total sales, c'est selling price multiplié par output. Donc, ici, c'est unit. Quand nous divise par unit, nous multiplie by unit. Quand nous divise par total contribution, nous multiplions par the total sales. Mais là, peu importe, soit le 1, soit le 2, nous arrivons à même résultat. Donc, nous arrivons à break-even point of sales. Donc, qui la vente qui peut montrer nous une situation que nous prenons ni profit ni la perte. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle the break-even point, the break-even analysis. Nous passons très rapidement, et ça peut-être tu es capable de trouver dans ma présentation ou bien dans mon livre, ce qu'on appelle the margin of safety. Pour qui je comprends qui était margin of safety, alors comment nous calculer, c'est current output retire break-even output. Fait comment dire, nous current output c'est 100 000 unités, nous break-even output c'est 90 000 unités, donc 100 000 retiré 90 000, nous arrive 10 000, c'est représente un margin of safety. Qui veut dire ça? Ça veut dire, montrez-nous ça 10 000 unités là, nous pouvons générer profit. Alors, the margin of safety represents the strength of the business. It enables the business to know what is the exact amount it has gained or lost and whether they are over and below the break-even point. Donc, si nous prenons current output, nous retirons break-even output, ou bien nous prenons actual sales, nous retirons break-even sales, nous arrivons à ce qu'on appelle the margin of safety. Quand le nom indique nous pouvons dans une zone safe. Veut dire, nous current output est over and above the break-even output. Et ça margin de 10 000, comme on expliquait dans l'exemple, c'est des représente un margin of safety. Donc, nous rassurer que ça 10 000 là, nous pouvons générer profit. Donc, c'est output over and above the break-even output. Et vous pensez, l'important, nous comprendre ce concept de margin of safety également. Alors, ça, c'était break-even point, break-even analysis, et puis the margin of safety. On nous écoute maintenant le financial statement analysis. Donc, la semaine dernière, nous cause the financial statement qui m'a fait résumer au départ. Donc, nous cause income statement, statement of financial position, et puis nous cause the cash flow statement. Ça, c'est 3 statements. Comme on dit, les chiffres peut-être pas dire nous grand-chose. Si nous disons, par exemple, la vente 10 000 ou bien 20 000 ou bien 30 000 de l'entreprise, peut-être qu'il pas dire nous grand-chose. C'est nous analyse ça ce chiffre-là, soit avec l'entreprise qui nous peut générer dans le temps, ou bien avec l'autre entreprise, peut-être un compétiteur, les là qui nous capables de comprendre est-ce qu'ils nous on the right track. Je vais prendre l'exemple qui est plus récent là. Par exemple, à Maurice, nous pouvons faire, dans le cas de COVID-19, nous pouvons faire un test, soit rapide test, soit PCR, comme on appelle. Donc, par exemple, nous dire comme ça, nous faisons 150 000 tests à Maurice pour COVID-19. Donc, 150 000, on the face of it, si nous disons 150 000, il ne peut pas dire grand-chose. Mais par contre, si nous disons 150 000 l'eau à une population de 1,2 million, donc là, nous disons comme ça, nous faisons un quart de la population, par exemple, c'est des 150 000, c'est un quart de la population testée. Donc, ça, élément de réponse-là, est extrêmement pertinent. Mais on the face of it, si nous avons 10 à 50 000 tests que nous faisons, donc, il n'y a pas dire nous grandes affaires. Mais par contre, si nous comparons avec la total population, donc 250 000 ou 1 million de population, veut dire si nous disons nous faire un quart de la population testée, ça, élément de réponse-là, est extrêmement pertinent. Parce qu'un quart de la population, si nous comparons ça avec les autres pays, quand nous faisons 5%, 10%, nous dire, Maurice,
c'est surtout dans le contexte de l'Afrique, one of the big runners dans ce domaine-là. Donc, nous sommes capables de faire plus de tests, mais le pourcentage qui indique de nous une information beaucoup plus pertinente, beaucoup plus concrète. C'est dans cet esprit-là qui fait nous penser qu'il est très important, qui nous analyse mon financial statement. Moi, je dis, les chiffres en elles-mêmes ne veulent dire nous grand-chose. Mais là, nous comparer, là, nous analyser, nous trouver un pourcentage, etc. C'est là nous sommes capables de dégager l'information, le résultat que nous gagnons, là nous sommes capables de prendre une décision, soit interne, soit externe. Alors, c'est quoi Financial Statement Analysis, ou bien appelé Financial Analysis? Is a process of reviewing and analyzing a company's financial statement. Donc, nous avons trois financial statements, income statement, statement of financial position avec cash flow statement. Là, nous analysons ces trois-là, c'est ça que nous appelons the financial analysis. Nous pouvons analyser un chiffre. Donc, un financial statement, c'est cash flow, statement of change, etc. The financial statement analysis, au fait, il montre nous assess the financial health and the performance of the company. The financial health and performance of the company par rapport avec lui-même, parce que si nous comparons un financial statement dans différentes années, donc nous pouvons comparer un chiffre avec plusieurs années d'opération pour nous dire que la financial health est améliorée, la performance est améliorée. Mais si nous avons juste un chiffre, pas vous dire nous rien. Tout le temps, nous comparons avec un autre chiffre. Donc, il est capable de dire nous the financial health and performance est améliorée dans le temps, ou bien nous sommes capables de montrer est-ce que the financial health and the performance of the company compare avec une autre compagnie dans le même domaine. Donc, pour nous connaître, est-ce qu'il nous peut faire bien en termes de performance, est-ce que la santé de l'entreprise est bonne ou bien n'est pas bon. Donc, c'est Financial Statement Analysis capable de nous ça. Maintenant, qui s'en a qui besoin de gagner l'information qui nous donne dans Financial Statement Analysis? Qui s'en a qui besoin de gagner ça? C'est who analyzes the financial statements? Nous avons d'abord les internal users, c'est-à-dire le management, mais également important, les external users. Et là, nous pouvons dire les external users, c'est les investors, c'est les creditors, c'est les stock market analysis, les auditors. Donc, ça, là aussi, c'est important que le retomber les informations qui nous gagnent, là, nous analysons les financial statements. Alors, qui fait un internal user, c'est-à-dire management, vous connaissez les chiffres qui nous gagnent, là, nous analysons les financial statements, parce qu'il est important pour maintenant faire un planning, pour maintenant, si besoin et changement de plan, pour évaluer ou bien to control the company's operation. Deuxième, pour penser, il est important, quand on dit il est important, les external users aussi, vous connaissez. To assess the past performance and current financial position and making prediction about the future. Donc, un external pour nous connaître performance et bon, on est capable de connaître est-ce que la compagnie qui nous paie, le chiffre qui nous a analysé, le financial statement qui nous a analysé, permet de nous connaître est-ce que l'entreprise peut faire profit, les solvants, les performants pour qu'ils nous puissent évaluer effectivement, at the end of the day, the effectiveness of management. Est-ce qu'il peut gagner profit? Est-ce qu'il peut solvant? Est-ce qu'il est financial position? OK. Donc, tout ça là, une réponse qui nous peut gagner dans analyser sur financial statement pour capable être très utile pour les external users, de même pour les internal users. Alors, le basic of financial statement analysis. Au fait, ce que nous pouvons faire, nous pouvons analyser les financial statement. Il comprend trois éléments. D'abord, les caractéristiques. Nous avons trois affaires qui nous besoin guetter, trois areas qui sont importants. C'est la liquidity, c'est-à-dire le cash flow, la profitabilité, et puis la solvency. Est-ce que l'entreprise, le futur est assuré, on the right track. Donc, liquidité, profitabilité et solvency. Ça, c'est trois éléments qui nous analysent les financial statements qui vous permettent de nous gagner. Maintenant, nous avons également ce qu'on appelle the comparison basis. Nous comparons avec quoi? Nous comparons avec ce qu'on appelle the intra-company, donc de même l'entreprise, mais dans différents temps. Nous pouvons comparer un chiffre en 2018, 2019, 2020, donc dans la même compagnie, mais dans différents temps. Donc, un changement dans sa chiffre qui nous gagne là permet de nous connaître est-ce que l'entreprise peut perform well, est-ce qu'il peut encourir dans le progrès, est-ce qu'il peut meet the target, etc. Mais il y a également ce qu'on appelle the industry average. Industry average veut dire qu'il y a plusieurs compagnies dans le même domaine. Si vous, par exemple, dans manufacture of shoes, il y a plusieurs compagnies qui manufacturent shoes. Mais dans all the manufacturers of shoes,
les regrouper dans ce qu'on appelle l'industrie manufacturière de banques chaussures. Donc, nous avons un average of the industry. Et nous comparons nos chiffres avec the average of the industry pour nous connaître est-ce qu'ils ne peut perform well ou bien non. Nous avons également ce qu'on appelle the intercompany comparison. Ça veut dire nous pouvons comparer nos chiffres avec les autres compagnies, les autres entreprises dans le même secteur. Si nous, par exemple, nous donnons BPO ou bien nous donnons un manufacturier, encore une fois, nous comparons nos chiffres avec les autres entreprises. Donc, qui permet de nous connaître est-ce qu'il ne peut pas perform well comparé avec notre entreprise et s'il ne peut pas perform well, donc nous devons rectifier le tir. Maintenant, en dernier lieu, qui mène tout sur l'analyse maintenant? Nous en avons trois principalement. Donc, nous avons un horizontal tool, c'est quoi? Vertical et nous pouvons attendre plus le troisième qui nous appelle the ratio analysis. Quand nous pouvons trouver, nous pouvons get un chiffre, nous pouvons get un ratio en deux aspects, deux éléments de mon financial statement. Alors, voilà un petit peu, ça c'est, il summarise un petit peu, c'est quoi qui nous peut causer, là nous cause the financial statement analysis. Nous get the caractéristiques, nous get the comparison basis, et puis évidemment nous get the tool of analysis, comment dire, nous partons plus the ratio analysis tout à l'heure. Alors, nous get un petit coup très rapidement horizontal analysis, vertical analysis avec trend, et puis nous pouvons en dernier lieu avec nous ratio analysis. Alors, horizontal analysis, c'est quoi? C'est nous pouvons comparer un chiffre dans notre financial statement over a certain period of time. Ça veut dire pour même compagnie, pour même l'entreprise, nous pouvons comparer un chiffre dans différents temps. 2018, 2019, un chiffre de 2018, nous pouvons comparer avec le chiffre de 2019, nous pouvons comparer avec le chiffre de 2020. Qui nous peut guetter? Nous pouvons guetter est-ce qu'il y a un progrès ou bien il y a une régression dans différents domaines, la vente, dépenses, cost of sales, etc. En contrepartie, vertical analysis, c'est qu'il fait, il compare un chiffre avec un basieux. So, evaluates financial statement by expressing each item in the financial as a percentage of the base amount. Alors, as such, la vente, par exemple, de income statement, IS income statement, ou bien de total asset dans balance sheet, nous prenons un basieux que nous mettons tout à 100%. Par exemple, si nous disons que le basieux pour nous analyser, c'est 2018, donc nous pouvons comparer le chiffre de 2019 avec le chiffre de 2020 par rapport à the base year, which is 2018. Donc, là pour dire nous, est-ce que nous pouvons progresser ou pas par rapport avec the base year figure-là qui nous mettait à 100%. Par contre, si nous comparons horizontal avec ça, horizontal nous compare différents ça pour nous prendre un base year. Ici, nous avons un base year, par exemple, si 2018 est un base year, nous comparons le chiffre de 2019-2020 avec le chiffre de ça qui vous permet de nous connaître est-ce que l'entreprise peut performer ou pas. Trend analysis, c'est presque la même chose avec the horizontal analysis. Nous get the trend of the organization, the trend of the figures. OK? Et nous pouvons get surtout ce qu'on appelle the ratio analysis. Qui veut dire ratio analysis? C'est-à-dire nous get plus en détail, mais il expresse une relation entre deux chiffres, deux rubriques. Et nous avons l'occasion de guetter qui va ratio analysis et qui nous a analysé. Pour penser à une code de trend analysis, alors nous prenons l'exemple de trend analysis. Nous disons de fiscal year, nous comparons les chiffres de fiscal year de 2010 avec 2019 dans l'entreprise, par exemple, Coca-Cola. Nous avons amount de 2010, les 8 449, right, d'operating income, et en 2019, c'est 8 231. Nous devons get un petit coup avec nos analyses, nos trend analysis, nous devons get la tendance. Nous devons get the amount of change, et puis nous devons get the percentage change. L'amount of change, comment nous gagnons? Nous prenons 8 449, on retire 8 231, c'est un chiffre. Mais the percentage change qui est beaucoup plus important. Comme je disais au départ, un chiffre en lui-même n'est pas veut dire grand-chose. Il ne va pas tirer grande conclusion dans nos analyses et chiffres indépendamment, un chiffre indépendamment. Mais par contre, s'il nous trouve un changement dans le pourcentage, c'est ça qui, vous pensez, est beaucoup plus pertinent. Alors, qui était percentage change? Nous prenons the current year amount, c'est-à-dire 2010. 8 449, nous tirons the base year amount. Comment nous dire dans le trend analysis, nous avons un base year, nous retirons pour 2019, 8 231. La différence, nous divise par the base year amount qui est 8 231, nous pouvons gagner ce qu'on appelle the percentage change in the operating income. Là, nous pouvons gagner un chiffre positif parce que the figure in 2010 est beaucoup plus que la figure in 2009. Donc, nous prenons un positif change, percentage change in the operating income. Qui veut dire ça? Veut dire
operating income, il a augmenté par certains pourcentages from 2009 à 2010. Ça veut dire, conclusion qu'il nous tirait tout de suite, dire dans l'entreprise, il est en bon track. Right? Le montant peut-être pas extraordinaire, surtout si l'entreprise fait démarrer, mais peut-être avec les temps, il peut garder le momentum, il peut gagner plus, il peut augmenter, le pourcentage peut augmenter. Donc, déjà, c'est quelque chose de très positif et à partir de ce chiffre qui nous gagne. Ça, c'est trend analysis. En devine, ce qui est beaucoup plus, pas beaucoup plus important, qui m'a pensé est plus important de nous passer un peu plus le temps, c'est ce qu'on appelle ratio analysis. Alors, ratio analysis, c'est quoi? Is the most commonly used tool of financial statement analysis. C'est pourquoi il nous passe un petit peu plus le temps. C'est un tool of financial statement analysis. Au fait, ratio, c'est un calcul mathématique. On utilise a mathematical relationship between one number and another number. Nous avons un chiffre, nous pouvons comparer avec l'autre chiffre. Donc, ratio, c'est basically, nous pouvons compare two figures. Donc, c'est l'exercice mathématique quand nous comparons deux chiffres. Ratio is used as an index for evaluating financial performance of a business concern. Là, nous avons un ratio qui nous a guetté, qui nous a calculé, là, nous avons envie de trouver, par exemple, la liquidity, la profitability avec la solvency. Nous avons une série de ratios en bas à trois rubriques-là et les retombées, le chiffre de ces trois ratios-là pour permettre nous de prendre une décision qui s'impose. Alors, nous pouvons get un ratio, le liquidity, profitability avec solvency. C'est trois areas que the ratio analysis is very important. Alors, qui veut dire liquidity? Qui veut dire that nous pouvons get ratio analysis pour liquidity? It measures short-term ability of the company to pay its maturing obligations and meet unexpected needs for cash. Donc, nous pouvons ce qu'on appelle cash flow, liquidité dans l'entreprise, l'argent qui est dans l'entreprise. Donc, nous pouvons guetter à travers ce ratio-là, est-ce que l'entreprise est capable de meet sur une obligation? Est-ce qu'il est capable de payer une dette? Est-ce qu'il est capable de payer sur une creditors qu'il doit? Donc, sa liquidity ratio-là pour montrer. Une série de ratios que nous pouvons guetter sous liquidity. Maintenant, profitability, it measures the income or operating success of a company for a given period of time. Donc, nous pouvons guetter sous profitabilité, qui est un ratio qui peut montrer nous que l'entreprise peut faire un profit. Donc, dans le temps, si nous comparons un chiffre dans différentes années, et puis, si nous comparons avec les autres dans l'entreprise dans le même domaine, nous pouvons guetter, est-ce que la compagnie peut générer suffisamment de profit si nous comparons avec les autres entreprises dans le même secteur. Et en troisième et dernier lieu, nous pouvons get the solvency, donc nous prenons une série de ratios qui nous pouvons get le solvency. Donc, qui nous peut getter au juste à nous get solvency? It measures the ability of the company to survive over a long period of time. Est-ce qu'ils ont compagnie pour solvent? Est-ce qu'il peut go bankrupt? Est-ce qu'il peut toujours générer profit? Est-ce qu'il peut still continue operation in the long run? C'est à travers sa solvency ratios qu'il peut getter à l'air. Donc, il y a plusieurs ratios qu'il peut get the solvency of the enterprise. Nous pouvons get, au fait, dans mon slide qui poursuit, nous pouvons get un ratio essentiel. Il n'est pas pour exhaustif, mais vous pensez, c'est ce ratio-là qui est beaucoup plus important qu'il nous connaît à ce stade. Il y en a beaucoup de ratios encore, mais pas pour tellement fatiguer avec tout ça de ratios-là. Nous pouvons get seulement l'essentiel qui vous pensez est très important pour nous connaître, pour nous get liquidité, profitabilité et solvency, qui sont trois areas qui est extrêmement important pour une entreprise. Alors, ça nous guettait, is a single ratio et le retombé, nous comparons intra-company, inter-company avec industry average. Vous pensez, moi, déjà fini cause là. Maintenant, avant de venir dans les ratios un par un, nous guettons un coup, mais qui fait ratios are important. Donc, le premier bullet point est important dans le sens qu'il nous capable, à travers ratio, de gagner a quick and easy snapshot of an organization achievement. Ça veut dire, at one glance, les nous get man ratios, nous finissons connaître la performance ou le statut de l'entreprise avec ce cash flow, évidemment. Nous finissons connaître a quick and easy snapshot. Ça veut dire, nous pas nécessairement, dans tout man financial statements, qui est time consuming, il prend beaucoup de temps. Si nous avons l'idée rapide, donc nous allons get band ratios directement, qui donne nous effectivement la performance, le profitabilité, the solvency of the enterprise very quickly. Donc, at one glance,
nous sommes capables de gagner tout ça renseignement-là, là, nous avons une valeur de ratios. Et, comme on dit au départ aussi, il est important for the purpose of comparison. Right? Comparison of the same enterprise, but in different years, different financial years, mais également, nous comparons les chiffres avec les autres entreprises dans l'industrie pour nous connaître est-ce qu'ils peuvent perform well compared to our competitors. Donc, c'est ça l'importance de ratio analysis. Maintenant, the types of ratio analysis, on va dire, nous avons une quantité ratio qui est à la disposition de mon entrepreneur, de mon comptable, mais nous pouvons essentiellement sur, et nous partageons surtout le profitability, liquidity avec solvency. Ça, c'est les trois areas que vous pensez, c'est très important, nous comprenons ça. Alors, donc très brièvement, c'est quoi le bon profitability ratio qui nous est là? Comme on dit, moi, pour passer dans tout, mais vous pensez qu'il est important de nous connaître at least qui est le ratio qui nous est là sur les différentes rubriques. Donc, profitabilité dans return on capital employed, gross profit ratio, net profit ratio. Nous pouvons surtout le gross profit ratio avec le net profit ratio. Return on capital employed, bien sûr, il est important, mais ça devient beaucoup plus important à ce stade. Liquidity ratio, qui vous détermine la liquidité de l'entreprise, le cash, nous pouvons le current ratio avec le quick ratio. Efficiency, nous pouvons quelques-uns qui vous pensez important. Solvency, nous pouvons également, par exemple, le debt ratio, etc. Mais c'est quelques ratios qui nous pouvons qui vous pensez important. Cash flow avec investment aussi, c'est surtout la cause investment, dividend yield, etc. C'est surtout pour une compagnie. On peut tellement fatiguer avec investment ratios parce que c'est surtout l'entreprise qui donc ma compagnie. Alors, nous avons d'abord une profitability ratio. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est le gross profit ratio avec le net profit ratio. On va pas dire qu'il y a les autres pas importants, et ce qui est beaucoup plus important pour nous, à nos niveaux, as un starting entrepreneur. Donc, vous pensez, ce qui est plus important, c'est les deux ratios, le premier et le deuxième. Alors, qui lui montre nous la profitability ratio? Il mesure the profitability position of the enterprise. Right? Le gross profit ratio, comment nous trouver? Nous prenons le gross profit, nous divise par net sales. Net sales, c'est nous prenons sales, nous retirons sales return. Peut-être nous vendons pour 100 000. Dans ces 100 000 là, 10 000 ils retournent parce qu'il y a un defect, parce que la personne qui a acheté, l'entreprise qui a acheté, il trouve n'est pas conforme avec la commande qu'il est passée, donc nous avons sales return. La différence entre sales avec ce qui retourne, nous appelons ça net sales. Donc, nous prenons le gross profit, nous divisons par net sales, nous multiplions par 100, nous montrons nous le gross profit ratio. Mais qui veut dire gross profit ratio? Il veut dire le pourcentage de profit que nous gagnons dans la vente. C'est pourquoi nous divisons par net sales. Donc, nous pouvons vendre, nous avons un turnover, nous avons la vente. Alors, qui pourcentage de ça, la vente, il représente profit? C'est ça qui est net profit ratio, gross profit ratio. Net profit ratio, c'est la même chose, mais c'est qui concerne net profit. Net profit, là nous calculons gross profit, veut dire qu'on retire tout les autres dépenses. Rappelez-vous bien, là nous faisons un income statement, nous avons sales retire cost of sales, nous avons gross profit. Là nous retirons tout les dépenses, nous appelons ce qu'on appelle net profit. Alors, net profit ratio, ce qu'il fait, c'est qu'il comprend, nous finissons par prendre le gross profit, nous retirons tout les dépenses, donc ça c'est net profit. Ça veut dire after interest and tax, nous divisons par net sales encore une fois, nous multiplions par 100. Donc là, nous montrons combien pourcentage profit net nous pouvons gagner, là nous pouvons effectuer nous la vente. Par contre, le premier, combien pourcentage gross profit avant de faire une dépense nous gagner, là nous faisons nous la vente. Donc ça, des ratios-là, est important. Operating profit, etc., je cargue, à ce troisième, mais vous pensez à ce stade, ça deux ratios-là est beaucoup plus important. Alors, gross profit ratio, comme on dit, it expresses the relation between the gross profit and sales. Donc, qui pourcentage de la vente représente le gross profit? Net profit, pareil. Qui pourcentage de la vente représente le net profit? Ça, c'est deux choses très importantes. Operating profit ratio, return on equity, ça, c'est surtout pour une entreprise. Return on assets, également, bien important pour une compagnie. Mais c'est un ratio qui est important. Principalement, comme on dit, le deux qui est plus important, c'est gross profit et puis net profit ratio. On nous maintenant ce qu'on appelle le profitability ratio. Alors, nous avons plusieurs ratios nous calculons sur le profitability.
un petit problème de charge dans la batterie, donc c'est bon. Alors, mon profitability ratio, comme on dit, il get the effectiveness of the organization. Alors, premier, c'est return on capital employed. Ça veut dire combien l'argent qu'il nous investit, comment il permet de combien de profit il génère. Donc, le profit qu'il génère à partir de capital qu'il nous a dans l'entreprise. Et ça, c'est un ratio important. Donc, tout entrepreneur appelé à amener l'argent dans l'entreprise, qui appelle capital. Nous amène capital dans l'entreprise. Maintenant, nous besoin connaître combien de revenus sa capital nous investir là amène pour nous en termes de profitabilité. Donc, the return on capital employed, il représente le profit qui est généré à partir de capital qui nous investit dans l'entreprise. Donc, qui veut dire ça? It measures the profitability from the shareholder viewpoint. C'est un shareholder, c'est quelqu'un qui a investi dans l'entreprise. Maintenant, il a envie de connaître sur l'investissement combien de profitabilité peut générer. Donc, the profit or earning after tax over average capital employed. L'autre chose qui est importante, c'est gross profit margin. Quand on est allé là, donc gross profit, c'est sales retiré cost of sales divisé par sales, je sais pas, par 100. Et puis net profit margin, c'est pourcentage de ça. Le chiffre de ringgit, c'est l'unité monétaire, le Malaisie, mais de n'importe quelle unité monétaire, c'est la même chose. Maintenant, nous avons le liquidity ratio, la deuxième rubrique, on dit nous get profitability, liquidity avec solvency. Maintenant, qui man ratio nous besoin calculer sous liquidity ratio. Alors, liquidity ratio en premier lieu, qui lui montre nous, qui lui mesure les chiffres qui nous gagnent à partir de liquidity ratio. Il veut dire quoi? It measures the short-term ability of the organization to pay debt and meet unexpected need for cash. Là, nous payons surtout liquidité, le cash de l'entreprise, qui représente un élément extrêmement important, liquidité dans l'entreprise. Il y en a deux ratios principalement nous calculer pour nous connaître est-ce que l'entreprise est dans une position pour capable settle its debt ou bien meet ban unexpected need for cash. C'est ça deux ratios qui nous faut guetter juste après là pour déterminer est-ce que l'entreprise est-ce qu'il est capable de payer ce ban dette, est-ce qu'il est capable d'avoir l'argent dans la caisse. Donc premier ratio c'est ce qu'on appelle the current ratio. Qui fait qu'on appelle the current ratio parce que nous pouvons pas ce qu'on appelle the current asset and the current liability. Alors, qui nous montre nous ça? Current asset, c'est quoi? C'est un élément de cash qui nous est dans l'entreprise pour capable meet to an obligation. Current liability, c'est une obligation qui nous est dans. Par exemple, nous avons un creditors et puis nous avons un short-term debt, un loan qui nous prend, qui nous a payé. Donc, d'une part, nous avons un current asset qui représente une ressource en termes de cash avec un cash équivalent. Donc, on rappelle bien, dans le current asset, nous avons cash, nous avons bank, nous avons stock. Donc, ça, c'est les main items dans le current asset. Ça représente les ressources qui nous servent pour capable payer nos obligations. Et en contrepartie, nous avons ce qu'on appelle la current liability, c'est les dettes de l'organisation. C'est surtout un short-term debt. Ça veut dire que nous avons payé nos créditeurs, nous avons acheté en crédit, nous avons payé eux, donc c'est une obligation qui nous est dans. Ou bien nous prenons un loan, un short-term debt que nous avons réglé. Alors, nous calculons ce qu'on appelle the current ratio. Alors, le résultat de ce calcul mathématique-là, qui peut montrer nous, bien sûr, nous parlons avec un chiffre, nous prenons current ratio, nous divisons par current liability. Le chiffre qui nous peut gagner, c'est une information importante. Qui fait? Parce que this ratio indicates whether the business has enough short-term assets to cover its short-term liabilities. Il peut montrer nous, par exemple, si le chiffre de current asset est plus que current liability, veut dire que nous avons enough resources pour capable payer nos obligations. Ça est OK. Mais seulement en contrepartie, si nous avons une cas de figure que the current liabilities, the denominator, is greater than the numerator, qui est le current asset, veut dire que nous avons un problème. Qui fait? Parce que nous avons une obligation paiement qui est beaucoup plus que nos ressources qui nous avons. Veut dire nous avons un problème de liquidité. Nous avons pour payer nos créditeurs, nous avons pour payer nos dettes, mais nous avons suffisamment de ressources, nous avons suffisamment de cash, soit dans la caisse, soit à la banque. Donc, nous avons un problème de liquidité. C'est pourquoi il nous dit, ça ratio-là, il montre nous, est-ce qu'il nous a suffisamment l'argent pour nous capables de mettre nos obligations. L'argent qui est représenté en termes de short-term assets et l'obligation qui est représentée en termes de short-term liabilities. À nous get un petit peu plus en détail maintenant. Si the ratio is 1, veut dire, dans quel cas de figure the ratio is 1, quand the numerator, qui est current asset,
avec current liabilities dans le même chiffre. Par exemple, le current asset, c'est 100 000 et current liabilities, c'est 100 000. Donc, 100 000 divisé par 100 000, the ratio will be 1. Qui veut dire ça? Veut dire qu'il nous a juste quantité d'argent, ressources, pour nous capables de payer nos current liabilities. Il y a une situation OK, mais pas encourageant. Par contre, deuxième cas de figure, que, par exemple, dans ma large companies, nous avons un current ratio closer to 1 or 2. 1, on nous dit current liabilities égale current asset, mais 2, si nous résultats de sa analyse, de sa calcul mathématique là, nos résultats nous gagnent 2, veut dire current asset, par exemple, est 200 000 et nous current liabilities est 100 000. Dans ce cas de figure là, nous pouvons gagner un current ratio de 2 parce que 200 000 divisé par 100 000, nous pouvons gagner 2. Donc, dans ce cas-là, qui veut dire ça? Qui nous analyse? Moi, je veux dire que le chiffre veut dire grande affaire. L'analyse de ce chiffre-là qui est beaucoup plus important. Qui veut dire ça? Veut dire nos ressources qui nous est là, et 2 fois plus qu'une obligation qui nous est là. Donc, nous avons suffisamment d'argent, nous avons 2 fois ressources plus qu'une obligation, et ça montrer que nous avons suffisamment cash available dans l'entreprise, et c'est une situation qui est très correcte. Parce que demain, nous n'avons pas gagner de problème de cash, nous avons suffisamment d'argent, liquidité dans l'entreprise pour capable meet our short-term obligation et des positifs. Par contre, le contraire, si nous current assets de 100 000 et nous current liabilities de 200 000, nous gagnons current ratio de 0,5, veut dire nous liabilities, current liabilities 2 fois plus que de ressources qui nous ont. Et ça, c'est matière à réflexion, c'est matière à être nous bien prendre en considération parce que nos obligations les 2 fois ressources qui nous ont. Veut dire qu'il nous a un problème de liquidité. Et un cas de figure comme ça, pas capable de continuer dans l'avenir. Donc, management, l'entrepreneur, besoin de prendre corrective measures pour capable de renverser la situation. Guetter comment par le road, par exemple, peut-être prendre loan, augmente nos cash qui nous available, qui est à notre disposition pour capable de régler. Donc, nous sommes capables de comparer 3 cas de figure. Donc, un premier current ratio is 1, veut dire le current asset, les ressources est exactement suffisant pour couvrir nos current liability. Le deuxième cas, quand on a un current ratio de 2, quand on a un asset, il est 2 fois plus que le current liabilities, donc il est OK, il est encourageant, l'avenir s'annonce correct. Par contre, dans le troisième cas de figure, quand le current asset est moins que le current liabilities, veut dire que nous avons un problème de liquidité et donc nous avons un problème, nous ne pouvons pas régler nos obligations avec l'argent qui est disponible. Donc, generally higher ratio veut dire une stabilité et une lower risk for both creditors and owners. Right? Là, nous avons déjà fini de causer, donc il est beaucoup plus facile. Là, nous avons un chiffre positif qui est 2 ou bien plus, donc nous avons suffisamment de ressources. Deuxième ratio qui nous a dans liquidity ratio, c'est à part de current ratio, nous avons ce qu'on appelle the quick ratio. Alors, quick ratio, c'est quoi? C'est pareil comme current ratio. La différence, c'est comme le mot indique nous, c'est quick cash qui est available dans l'entreprise. C'est l'argent liquide. Current asset, par contre, dans current asset, nous avons ce qu'on appelle cash, bank, nous avons également stock. Mais stock pour nous convertir, nous faire les cash, qui prend un peu de temps. Nous avons vendu. Par contre, the quick ratio, c'est only cash. Là, nous prenons current asset, nous retirons stock, nous retirons prepayment, veut dire nous restons avec le chiffre de cash liquide qui est dans l'entreprise. C'est pourquoi on appelle quick. Ça veut dire, it measures the company's immediate short-term liquidity. Et immediate short-term liquidity, c'est cash in hand ou bien cash at bank. Ça veut dire, at any time, ça l'argent-là lié à notre disposition pour nous capables de payer nos current liability. Donc, pour vous répondre, pour dire que the quick ratio, c'est la même chose que current ratio, mais là, nous payons surtout un short-term liquidity, qui veut dire cash, qui veut dire cash at bank and cash in hand. Et bien sûr, nous divise par current liability. Alors, le ratio qui indique nous that whether current liabilities could be paid without having recourse to sell the inventory. Dans le cas de premier de current ratio, nous sommes capables, le current asset include inventory. Donc, pour vendre nos bandes stock, il prend les temps, ça. Donc, si nous visons l'argent tout de suite pour capable régler nos bandes current liabilities, à nous dire qu'il y a une pression de bandes creditors pour régler sur l'argent, il doit. Il y a un problème de créditeur venu dire nous, donc nous devons régler nous sur l'argent qui nous doit nous demain ou après-demain. Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas vendre nos bandes stock tout de suite. Nous prenons un peu de temps. Donc là, nous devons get une quick ratio.
quick ratio, c'est l'argent liquide qui nous est dans l'entreprise pour nous capables de régler nos dettes. This ratio is useful for companies which cannot convert inventory into cash quickly. On va dire, dans n'importe quel cas de figure, dans certaines entreprises, nous sommes capables de vendre l'inventaire assez facilement, mais même si c'est assez facilement, ce n'est pas du jour au lendemain. Nous prenons un peu de temps. Donc, cash qui est available, c'est l'argent qui est disponible là pour nous capables de régler nos current liabilities. Donc, ces deux ratios, the quick ratio and the current ratio, c'est un ratio qui nous classifie sous the liquidity ratio. Et comme on dit, qui est très important, la liquidité de l'entreprise est important. Maintenant, nous avons un ratio sous efficiency ratio. The debt collection period. Comment nous calculer? C'est the average debtors. Debtors, c'est un monde qui doit nous, so average. Nous divisons par credit sales. Nous multiplions par 365. Nous comptons le nombre de jours que un debtors doit nous. Right? Maintenant, deuxième, ce qu'on appelle the stock turnover ratio. On va aller un petit peu vite là-dedans parce que, comme on dit, la liquidité avec profitabilité c'est beaucoup plus important, pertinent pour nous. Mais il est important peut-être nous connaître ça 2-3 ratios qui est également important là. Donc, le stock turnover ratio. Comment nous calculer the cost of goods sold divise par average stock. Average stock, c'est opening stock, retired closing stock divise par 2. Right? Ça, nous calculer en termes de chiffres ou bien en termes de jours, là, nous multiplions par 365. Nous avons asset turnover ratio, veut dire à qui rythme qui nous est capable donc servir nous un asset pour générer nous turnover. Donc, il y a deux chiffres qui nous a comparé, c'est la vente, the total sales, avec the average total asset multiplié par 100% pour nous connaître the percentage. Donc, qui diffère? They compare the sales to the total asset employed. Donc, l'entreprise nous amène un asset, nous achetons un asset, et ça asset-là permet nous générer la vente. C'est grâce à un asset qui nous peut utiliser dans l'entreprise qui permet nous gagner à la vente qui nous peut gagner là. Donc, qui fait l'importance à cette turnover-là pour nous connaître est-ce qu'il nous peut servir efficacement, efficiently, the asset pour qu'il est capable de générer sales qu'il déjà généré. Donc, it measures how efficient the assets are in generating sales. Si le chiffre de, par exemple, le plus le montant de sa ratio-là est plus, qui veut dire nous? Donc, nous assets nous peut servir judicieusement, optimally, pour generate a maximum possible sales. Par contre, si nous employons beaucoup d'assets, mais le sales qui nous peut gagner à la fin de la journée, c'est tigit, veut dire nous assets pas perform enough pour generate enough sales dans l'entreprise. Donc, éventuellement, si pas enough sales, nous prenons bien sûr un low profit. Donc, ça ratio-là est important pour nous comparer la vente et puis the total asset which have been employed to generate the sales. En dernier lieu, nous pouvons ce qu'on appelle the solvency avec the financial leverage. Ça, solvency, comment dire, est-ce que l'entreprise peut continue in the long run? This is to measure the ability of the company to survive over a long-term period. Dire bien, c'est au départ même, nous disons ça au départ, si nous pouvons mettre sur pied l'entreprise, ce n'est pas toujours au lendemain. Nous pouvons mettre à l'entreprise for the next month or for the next year. Nous pouvons mettre à l'entreprise dans la durée, to sustain, et bien l'entreprise durable dans le temps. Donc, pour une entreprise durable dans le temps, il faut dire qu'il est solvent. Il faut dire qu'il est capable de continuer à survive the long run. Alors, comment nous sommes capables d'assurer nous qu'il est capable de continuer à survive the long run? Il faut dire the ability to pay interest as it comes to maturity. Est-ce qu'il est capable de payer l'intérêt dans l'autre qu'il nous prend? Si nous ne sommes pas capables de payer l'intérêt et le capital, déjà, nous avons un problème de solvency. Nous avons un problème qui nous, future is at stake. C'est-à-dire, nous ne sommes pas rassurés qui dans le long run, nous sommes capables de continuer dans le domaine qui nous paye d'investir. Donc, c'est solvency ratio. Maintenant, qui est le ratio que vous avez été sur sa rubrique-là? C'est par exemple debt to equity ratio. Equity, c'est capital. Debt, c'est une obligation qui nous est non. Donc, the total liability, ça représente une dette, soit long-term debts, soit short-term debts, avec une créditeur, toute une obligation qui nous est non, avec le capital qui nous est non. Right? Est-ce qu'il nous a suffisamment de capital pour capable de régler nos total liabilities? Et puis, nous avons ce qu'on appelle the debt ratio. Donc, le total liabilities, après nous total asset. Est-ce qu'il nous a suffisamment assets? Si demain nous avons une difficulté, est-ce qu'il nous a 25 total assets là, il couvert nos total liabilities?
Donc, ça, c'est des ratios, pardon, qui pour dire nous, est-ce que the company will be solvent in the long run? Est-ce que la compagnie peut continuer en opération in the long run? C'est un petit peu tout un ratio, comment dire, the list is not exhaustive. Nous get un principal ratio qui me pensais est important de connaître, surtout en ce qui concerne the profitability ratio, the liquidity ratio avec mon solvency ratio. Bien sûr, nous avons les autres, vous pensez, en ce stade, les plus importants comme ça, le main ratio qui nous fait toutes ces trois rubriques-là. Pas tellement fatigué avec les autres ratios pour en briser ça, avec tout ça, mon ratio-là, mais vous pensez, c'est le main qui nous était là, qui est beaucoup plus pertinent pour, à ce niveau, pour si demain je peux commencer une entreprise et qui je besoin prépare un financial statement, je prépare un business plan. Maintenant, évidemment, the ratios, nous avons une limitation. Qui est une limitation? Nous avons très brièvement. Donc, ratios nous prend à partir de un chiffre qui nous donne dans les financial statements. Mais si le chiffre même dans les financial statements n'est pas correct, et nous avons un doute là-dedans, évidemment, nous prenons un ratio qui n'est pas correct. Parce qu'au source même, le chiffre qui nous donne dans les financial statements, s'il y a un problème, donc évidemment, là, nous faisons un financial ratio, nous faut baser sur un chiffre qui n'est pas correct et un chiffre qui nous gagne n'est pas correct. Également, surtout, là, nous comparons un chiffre de ma compagnie dans ma entreprise, dans le même domaine. Il dépend, est-ce que ça ma entreprise-là, je peux servir la même méthode, par exemple, de dépréciation. Est-ce qu'il nous peut servir la même méthode, par exemple, pour calculer mon stock? Pour calculer le stock, nous avons plusieurs façons. Nous appelons ce qu'on appelle LIFO, Last In, First Out, FIFO, First In, First Out. Nous avons différentes depreciation methods. Donc, si nous comparons une entreprise qui servit différentes méthodes, une méthode qui est différente à nous, donc la comparaison de man ratios, pas pour nous à grand-chose. Parce qu'il ne peut pas comparer likes. Nous pouvons comparer l'entreprise qui servit différentes méthodes. Donc, éventuellement, la comparaison qu'il nous peut faire avec l'entreprise-là, pas pour nous, pas pour apporter nous beaucoup d'informations utiles. Donc, c'est très important qui, là, nous pouvons comparer likes, donc nous pouvons servir même méthode de dépréciation, même méthode de calcul de stock. Donc, dans ce cas-là, il faut OK. Donc, c'est pourquoi c'est ma limitation qui est maintenant. Nous avons également limitation, par exemple, là, nous calculons un ratio. Ratio, c'est surtout un chiffre. Maintenant, également, ce qu'on appelle un non-monetary aspect dans mon entreprise. La performance de l'entreprise, par exemple. Ma décision que nous prenons dans l'entreprise, c'est un non-monetary aspect. Donc, ratio, pas en considération tout ça là. Donc, ça, c'est une limitation qui nous nous faire, nous servir ratio analysis. Mais dans n'importe quel cas de figure, même avec cette limitation là, vous pensez qu'il est important qu'il nous, cette ratio là, il donne nous pas mal d'informations, même s'il y a certaines limitations. À nous get rapidement des trois exemples pour nous comprendre mieux man ratios, nous avons man main ratios. Ça, c'est un income statement de 2004 et 2005. Nous avons sales, cost of goods sold, other expenses, depreciation. Nous avons earning before income tax. Nous avons interest and expenses. Nous avons earning before tax. Après, nous retirons tax, nous gagnons net income. Nous avons le chiffre de 2004 et 2005. Là, nous avons man main ratios utilisant ce chiffre-là. Nous avons également man ratios que nous servons par information qui nous dans la balance sheet. Donc, nous avons cash, nous avons inventories, nous avons total assets pour 2004-2005. Nous avons en contrepartie ban liabilities, long-term debt, stock, equity, etc. Donc, tout ça, man chiffre-là, nous pouvons servir, là, nous pouvons calculer ban ratio qui peut suivre. Comment dire ça? The quick ratio avec the current ratio. CR, quick ratio, c'est QR, current ratio, c'est CR. The current ratio, je me rappelle, c'est current assets avec current liabilities. Donc, nous prenons current assets divisé par current liabilities. Et vous guettez, est-ce qu'il nous a current assets suffisamment enough pour payer avec current liabilities? Dans le cas de figure, nous trouvons ici 2,58, veut dire qu'il est correct, nous prenons suffisamment d'argent pour nous capables de meet nos current liabilities. Quick ratio, c'est-à-dire nous prenons current assets, nous retirons l'inventaire, c'est un quick resources which are available to pay our obligation, our current liabilities. Et dans ce cas de figure-là, je vous trouvais que nous avons un quick ratio de 0,93. Si nous comparons les deux, qui tous les deux get la liquidité dans l'entreprise, vous trouvez le current ratio 2,58 et par contre, le quick ratio, c'est une grande différence. Mais nous avons un grand chiffre de l'inventaire dans sa current ratio-là. C'est pourquoi il diminue de 0,93. Donc, the quick asset that are available
est beaucoup moins. Il est positif, bien sûr. Ça veut dire que nous avons enough pour payer nos current liabilities, mais peut-être une indication qui peut-être nous augmente nos quick assets en termes de cash avec banque, parce que sinon, nous avons un problème. Parce que nous pouvons trouver dans ce cas-là, la chiffre qui est dans la current asset est une grosse partie de l'inventaire. C'est pourquoi le chiffre est 2,58. Par contre, le quick ratio, c'est 0,93. Un commentaire qui nous est dans l'eau, ça fait qu'il nous est capable de dire sa quick ratio avec current ratio. Si nous comparons dans le temps, ça veut dire 2004 et 2003, et nous comparons avec industries, dans l'industrie, dans différentes entreprises, dans sa domaine, dans l'industry average, nous pouvons trouver la current ratio dans 2005 de 2,58, en 2004 c'était 1,46, dans 2003 c'était 2,3, après il est 2,58, ça veut dire qu'il évolue, ça veut dire qu'il peut augmenter, 2,3 il diminue, après il va augmenter en 2005, ça veut dire qu'il y a enough resources to pay the obligation. Mais seulement si nous comparons 2,58, which is the current ratio dans 2005, avec the industry ratio qui est 2,7, nous pouvons trouver qui est moins qu'ils ont industry ratio. Alors, it is expected to improve, but still below the industry average. Donc, il est pas mal 2,5 avec 2,7, il y a une belle différence. Donc, nous on the right trend. Par contre, the quick ratio, je vous trouvez en 2003, c'est 0,8. Il baissé en 2004. Il augmenté légèrement en 2005, mais il est toujours inférieur aux chiffres qu'il y a dans l'industrie. C'est pourquoi il nous dit qu'il y a the liquidity position is weak. Nous avons suffisamment de cash pour payer nos obligations, mais si nous comparons avec les autres dans l'industrie, il y a relativement moins. Donc, nous pouvons bien commencer donc poser une question, prendre compte pour qu'il nous augmente nos cash et augmente le chiffre. Nous vous avez 2 ou 3 ratios avant de terminer. Donc, inventory turnover, c'est le sales sur l'inventaire. Et vous trouvez en 2003, 2004 avec 2005, il évolue, mais il est toujours moins qu'il y a industries ratio. Right? Qui nous dit l'inventaire, nous comparons avec la vente. Donc, le stock qui génère la vente, donc, il y a une évolution dans les années, mais il est positif, donc il est OK. Mais si nous comparons avec le chiffre de l'industrie, vous trouvez relativement moins. Donc, qui veut dire ça? The inventory turnover is below the industry average, qu'on nous trouvait. Donc, industry, c'est 6.1, pour l'entreprise, c'est 4.1, donc relativement ça. The firm might have all inventory or its control might be poor. Qui veut dire ça? Veut dire l'inventaire, raw material, il reste longtemps dans nos entreprises. Et le stock de raw material reste longtemps dans nos entreprises, veut dire c'est l'argent, c'est le capital qui reste bloqué dans l'entreprise. Et ça, c'est matière à prendre une décision. Donc, il faudrait que nos matières premières, au fur et à mesure qu'ils rentrent dans l'entreprise, nous sommes capables de servir pour ne pas capables de stock, pour nous gagner une situation que nous n'avons pas de vieux stock qui reste dans l'entreprise. Right? Nous avons le profit margin qui est important. Donc, profit margin, c'est the net income over sales, donc qui est 3,6. Le profit margin il évolué. En 2003, nous étions à 2,6. En 2004, malheureusement, nous avons un négatif qui est matière à réfléchir. Et vous vous trouvez en 2005, la situation est améliorée nettement quand nous prenons un profit margin de 3%, qui se retrouve pareil comme un net profit margin de l'industrie. Donc, it is very bad in 2004, but projected to meet industry average in 2005. Donc, l'avenir paraît prometteuse parce que l'industry target c'est 3,6 et dans l'enterprise target ils ont 3,6. Surtout qu'ils vous trouvez qu'il évolue à partir de 2004 qui est négatif. Il peut venir positif en 2005 et c'est ce qui est très bon pour l'entreprise. Fixed asset and turnover, c'est 2 derniers que nous vous trouvez avant de conclure. Donc, fixed asset to total asset. Donc, là-haut, nous prenons fixed asset turnover. Qui l'utilise à là, le fixed asset turnover ratio, c'est quoi? C'est qu'on utilise le fixed asset pour générer sales. Donc, là, nous comparons le chiffre, nous arrivons le chiffre de 8,4, donc c'est très intéressant, pour trouver que le fixed asset nous servit optimalement, judicieusement, il performe well, l'investissement dans le fixed asset, il génère la vente, et nous trouvons le chiffre de 8,4, c'est fort intéressant. Total asset turnover, donc le total assets,
Là-bas, c'est seulement les fixed assets. Ici, c'est total asset. Donc, comment nous employons nos assets pour générer la vente? Vous trouvez, c'est les deux. Le chiffre n'arrive de 2, donc il est toujours positif. Si nous comparons avec les années, donc fixe asset d'abord et puis total asset, vous trouvez en 2003, c'est 10, il descend, il est 6,2, en 2004, il est 8,4. Et si nous comparons le chiffre avec l'industrie, vous trouvez que le chiffre de l'entreprise, c'est beaucoup mieux à l'industrie qui est très positif. Par contre, pour total asset, il évolue de 2,3 en 2003, en 2002, il baisse légèrement, en 2005, également en 2002, et il est inférieur à 2,5, qui est le chiffre de l'industrie. Donc, qui est la conclusion? Donc, the fixed asset turnover is expected to exceed the industry average. Par contre, the total asset turnover is not up to the total average. Donc, qui cause ça? C'est un excessive current asset. Nous avons, par exemple, si nous avons, qui font partie de current asset? Nous avons cash, bank, mais il y a également des debtors. Il faut probablement nous un chiffre de debtors, c'est-à-dire une organisation qui doit nous, une personne qui doit nous, nous avons un gros chiffre. Donc, maintenant, nous donnons trop beaucoup de crédit et qui, dans notre current asset, nous avons un gros chiffre de crédit qui augmente le chiffre de current asset. Donc, ça, c'est raison, c'est matière à réfléchir et prendre un corrective measures. Donc, moi, nous montre ça dans ce exemple-là. Donc, nous comparons un chiffre over time, donc 2003, 2004 et 2005, qui est important, mais nous également important parce qu'il nous pas operate in a vacuum, nous operate dans un environnement, côté dans plusieurs entreprises dans l'industrie-là. Donc, over years, c'est important, mais il est également important de nous comparer nos chiffres avec les chiffres d'average dans l'industrie. Pour nous connaître, est-ce que l'organisation est on the right track? Est-ce qu'il nous correct par rapport avec nos compétiteurs? Est-ce qu'il nous solvent? Est-ce qu'il nous profitable? Est-ce qu'il nous a une liquidity ratio OK? Compare avec nos comparables. Donc, il y a deux niveaux de comparaison. Un avec l'entreprise, mais dans le temps. Avec deuxièmement, avec l'entreprise dans la même industrie, dans le même secteur que nous pouvons opérer. Alors, à nous conclure ça slide là. Alors, ratio analysis is a very good way to overview an organizational activities. Pour une question, the ratio analysis, il donne un quick snapshot de nos financial status et performance de nos entreprises. Donc, c'est très important pour nous gagner overview. Au lieu de nous parcourir nos business plan, parcourir nos statement of financial position, income statement avec cash flow, nous allons directement nous ratio analysis. Donc, nous pouvons gagner a very quick view of the organization. Ratio analysis may be compared with past results, on dit ça dans le temps, mais également très important de comparer avec une organisation, avec une entreprise dans le même industrie, mais pour un compétiteur. Et à jamais, nous besoin comparer. It should be considered in isolation. Comme on dit, les chiffres on the face value, on the face of it, pas veut dire grand-chose. Mais là, nous comparons avec un chiffre de l'année précédente, là, il dégage une information importante. Et nous comparons avec un chiffre de les autres compétiteurs, les autres organisations, les autres entreprises dans l'industrie, là, il y a une chose pertinente qui est dégagée. Donc, things to be taken into account when using ratio analysis, très important. The size of the organization, the method used in accounting treatment. Est-ce qu'il nous fait comparer avec the same industry? Est-ce qu'il nous fait comparer avec the same country? Mais at the end of the day, peut-être conclusion qui est très importante, ratio analysis, c'est un exercice qui est incontournable, qui est déterminant, qui est très important pour nous connaître at one glance, at one snapshot, pour nous connaître effectivement the company is on the right track or is not on the right track pour qu'il nous capable de prendre une décision qui s'impose. Voilà un petit peu avec ces slides-là, nous pouvons conclure donc toutes les sessions qui nous font la comptabilité. On retourne ce qui m'a dit au départ, il n'est pas évident de faire la comptabilité par Zoom. Donc, merci pour votre compréhension. J'espère que même si nous faisons par Zoom, je gagne l'idée, ne serait-ce global de ce qui nous besoin connaître la comptabilité, qui est important, qui nous est important, qui nous connaît. Je pense que c'était dans une question, what is the financial statement published? What is the source? How much statement should be submitted? Statement also should be submitted in the business plan. Donc, bien sûr,
pour répondre très rapidement à ça, 2-3 questions qui viennent assez courant dans nos noter, c'est que bien sûr, là, nous préparons nos business plans, comme on dit de départ, qui nous pouvons faire dans la prochaine session pour penser. Donc, le business plan, il y a deux aspects. Il y a un non-financial, que nous pouvons littérature, nous pouvons le produit, nous pouvons le process, nous pouvons la competitor analysis, competition analysis, nous pouvons comment nous pouvons procéder, qui fait comment nous développons le business idea. Ça, c'est la première partie qui est le non-financial. Et puis, nous prenons également un financial part, c'est pourquoi nous faisons cette partie comptabilité là. Quand nous pouvons préparer l'income statement, nous pouvons préparer statement of financial position et que nous préparons le cash flow dans 3 financial statements qui sont importants. Donc, bien sûr, nous devons préparer ces 3-là. Comme on dit, le business plan est bien cohérent. Donc, tout ce qui nous est dans non-financial part, il est bien reflété exactement la même chose, mais en termes de chiffres dans la deuxième partie, c'est-à-dire the financial part. Donc, la question, c'est statement should be submitted in the business plan. Bien sûr, ces 3 statements-là, nous devons soumettre dans le business plan. How much statement should we submit? Donc, nous devons préparer, comme on dit, ne serait-ce ces 3 statements-là, sans chacun N, donc statement of financial position, income statement avec ça. Pas oublier que dans le business plan, nous pouvons montrer un chiffre forecast. Nous pas qu'on commence une entreprise. Nous pouvons mettre un chiffre, par exemple, nous mettre la vente qui nous peut penser, nous pouvons faire. Qui nous a expenses pour être, combien d'argent nous pouvons mettre dans l'entreprise, qui a asset nous pouvons acquérir. Donc, tout ça là, c'est nous peut dire budgeted figures. Nous peut dire qui ban forecasted figures, qui dépense, qui revenu, etc. Donc, bien sûr, nous besoin base de ce forecasted figure là pour nous capables préparer nos financial statements. Et puis, troisième question, il dit where is the financial statement published? What is the source? Donc, what is the source of the financial statement? Donc, tout ça, éléments, rubriques, sales, expenses, cash, etc., c'est ça, transaction-là qui vous permet de nous. Donc, toute transaction qui passe dans l'entreprise, nous devons chiffrer et ça dans un chiffre même qui nous besoin mettre dans un financial statement. Donc, en bref, si nous répondons à ces 3 questions-là, oui, nous devons préparer un financial statement, c'est nous préparer dans le business plan, parce que c'est un élément important, on va dire, il y a un non-financial, mais ça financial c'est important. Il ne faut pas dire beaucoup plus important qu'ils ont non-financial, mais il y a sur l'importance, peut-être un petit peu plus, parce qu'un seul coup dans le financial part, nous sommes capables de trouver plusieurs éléments de réponse à internal avec external stakeholders. Nous avons trouvé profitabilité, nous avons trouvé liquidité dans l'entreprise, nous avons trouvé assets, nous avons trouvé liabilities, nous avons trouvé l'argent qui est amené dans l'entreprise. Donc, pour répondre à la question, oui, il est très important. Nous ne sommes pas capables de préparer un business plan sans montrer le financial part. Donc, il est important de connaître le financial part également. Alors voilà, avec ces 3 questions-là, merci pour les questions. Sinon, bien sûr, les autres questions, nous sommes capables de prendre au début de la prochaine session. Pour redire, la partie qui nous fait la comptabilité, c'est une partie importante. Peut-être dans mon workshop qui nous prend, peut-être nous allons revenir un petit peu plus en détail. Bon, mais déjà, ce n'est pas évident de suivre en Zoom. Nous vous prendrons après. Peut-être, si j'ai une question, nous allons prendre dans mon workshop. Donc, avec sa 3e et dernière session-là, je suis content de remercier eux pour l'intérêt, pour la patience qui se fait maintenant pour avec moi pour suivre sa 3 financial statements qu'il a évoqués. Aussi bien que la session d'aujourd'hui qui base le ratio analysis. OK? Donc, à nous, comme d'habitude, on termine ma session en deux slides qui peut-être est important as food for thought. Donc, ce que vous trouvez à la gauche, nous avons succès, mais c'est un succès qui est en ligne directe. What people think it looks like success. Tout le monde croit que le succès, c'est un fleuve tranquille, pas vague, pas aucun obstacle. Si c'était ça, c'est la situation idéale, vous pensez, situation idéale que nous avons. Mais malheureusement, vous pensez nous trouvons dans un cas de figure que nous devons trouver le succès au bout de beaucoup d'efforts. What it really looks like, peut-être ça c'est un rêve, right? Il n'est pas aussi simple que ça. Ça c'est la vie normale de succès. Il y en a beaucoup d'obstacles, il y en a beaucoup de vagues qui nous sont capables de gagner au cours de route, mais at the end of the day,
Là, nous gagnons succès à travers ça, donc nous sortir grandis et de refléter plutôt la réalité au lieu qui est ici. Donc, ça, mon pensée est très important de comprendre. Avec deuxième, donc, c'est quelqu'un qui est trop connu, Thomas Edison, qui dit many of our life's failures are people who did not realize how close they were to success when they give up. Souvent, des fois, peut-être succès, l'idée à la porte, les divans, it's the next day. Mais seulement nous décourager, nous dire, nous pas envie de persévérer et nous décourager. Un entrepreneur, il besoin persévérer à any cost parce qu'il ne dit pas connaître quand le succès peut arriver. Fort probablement, it's the next day. Donc, le maître mot, c'est persévérer aussi longtemps possible. Parce que, comme on dit, success pas là demain, mais au bout des efforts, au bout de persévérance. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous pendant les 3 sessions qu'il nous fait pour la comptabilité. J'espère que vous avez apprécié les sessions. Et donc, je vous souhaite bon week-end, bonne continuité. Certainement, nous prenons une prochaine session mercredi prochain pour penser au business plan, donc qui est une session également importante. Donc, on a dit au départ, nous approcher la fin de nos formations. Tout bon queries, tout bon éclaircissement, nous avons l'occasion peut-être de prendre livre, là, nous pouvons faire un workshop. Donc, d'ici là, prépare une bonne question, prépare une bonne queries qui te demande, qui nous capable dans l'avenir. Donc, merci. Donc, bien sûr, pendant d'autres personnes qui vous prendre le relais la semaine prochaine. Donc, d'ici là, passez un bon week-end et à la prochaine. Merci bien. Oui,